On va maintenant se diriger vers la partie peut-être plus pratique, plus proche de nos considérations. Non, c'est pas juste, peut-être plus proche de ce qu'on connaît, je dirais, en tant qu'entrepreneur et dirigeant. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Geoffrey, Mathieu Stuart aussi. Pascal est le CEO du groupe Forvis Mazars. Et Pascal a accepté de venir nous parler aujourd'hui. Le groupe Forvis Mazars que tu diriges compte plus de 30 000 personnes et tu embauches 9 000 personnes par année, si j'ai bien compris. Dans ton activité donc de service, l'arrivée de l'IA est un changement significatif et tu as accepté de venir nous parler de ce que représentait pour toi diriger à l'ère de l'IA. Merci. Est-ce que vous allez bien? Ouais, tant mieux pour vous. Avant de commencer, je voudrais m'adresser à Benoît, qui m'a écrit début novembre, en me disant, est-ce que tu accepterais de venir? Benoît, tu es mon ami. Benoît, je t'aime. Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu m'en as parlé avant que je voie la liste de tous ceux qui parlaient. Je suis ni théologien, homme d'église, et en plus, tu me fais passer après le déjeuner. C'est pas cool. Donc j'ai interrogé, mais moi je n'utilise pas de ChatGPT, j'utilise Mistral, le chat. Et je lui ai dit, pourquoi est-ce que Benoît me fait ce coup-là? Et donc il m'a donné quelque chose qui va faire mentir un homme d'église. C'est dommage. Donc frère, I'm sorry. You are not the one holding the best job in the world. C'est moi. Parce que le plus beau métier du monde, c'est le mien. Comptable. Commercialiste. Fiduciaire, on dit ici. Commissaire aux comptes, on dit en France. Alors, évidemment, je vois bien quelques sourires en coin dans la salle, qui dit encore un excité du bilan, un névrosé de la feuille d'impôt, ou un fanatique du rapprochement bancaire. D'ailleurs, je vous donne un conseil gratuit, c'est le seul aujourd'hui. Pour ceux qui sont fiscalement domiciliés dans le canton de Genève, c'est le dernier week-end pour votre déclaration. Ça ferme lundi soir. Donc, c'est moi qui ai le plus beau job, le comptable. Non seulement je le dis, mais je le prouve. J'ai 3 raisons qui m'amènent à être là avec vous aujourd'hui. La première, c'est que je suis super demandé. Un jeune dirait, je suis super sexy. Un banquier dirait, je suis sursouscrit. Plus de 100 fois. Quand j'ai un job, j'ai plus de 100 demandes. C'est mieux que Taylor Swift. Le deuxième argument, c'est que je développe les gens. En fait, c'est ça mon métier. Alors, vous croyez qu'on est névrosé de la feuille d'impôt à la naissance? Ben, c'est faux. Ça s'apprend. Et c'est ce qu'on fait. Et la troisième raison, c'est que l'IA va tout casser. C'est quand même formidable d'être dans un métier où on sait à l'avance que tout est mort. Plus besoin de nous. Alors, moi qui dirige tout ça, c'est hyper excitant de naviguer dans un truc où en fait vous allez dans le mur. Donc je vois qu'il y a plus grand monde qui rigole. Donc je pourrais vous parler de l'IA dans mes services, comment ça améliore nos conseils fiscaux, notre comptabilité, nos services d'audit, etc. Mais ça, je le garde pour le jour où je viendrai vous vendre quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai décidé plutôt de vous parler
de comment l'IA change notre entreprise dans la taille. Moi, j'ai la responsabilité de 33 000 personnes depuis 5 mois, 4 mois. Et comme mon métier, c'est de diriger les gens, je me suis dit que ça avait peut-être un intérêt de partager mon calvaire depuis 4 mois. Voilà. Donc, la première sujet que je voulais avancer, que je voulais présenter avec vous, c'est ChatGPT qui me l'a donné. Pascal, ta première partie, ça sera l'IA, menace ou opportunité. Pas terrible. Donc, j'ai commencé par vous dire, en fait, où est-ce que l'IA impacte mon business. Il y a plein de conférences, dont celle-ci sur l'IA, la place de l'IA dans l'entreprise. En fait, moi, c'est une réalité. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, on recrute 9000 personnes par an. Alors, je suis sursouscrit 100 fois. C'est-à-dire que chaque poste que je prends, j'en ai 100 qui postulent en moyenne. Ça veut dire qu'on brasse, grosso modo, 1 million de CV par an. Bon, donc on fait pas ça à la main. Et comme moi, c'est mon pétrole, les personnes, jusqu'à présent, l'expérience utilisateur, l'expérience du candidat, c'est un truc que je mesure plus encore que l'expérience du client. Donc, on est à fond dans la fluidité de l'expérience candidat. Donc, on fait du chatbot, on écrit des fiches de poste, on va encore plus vite que vite. C'est-à-dire quelqu'un qui postule chez nous, depuis son lit à 19h30 dans sa chambre d'étudiant, le lendemain avant midi, il peut être appelé. Ça va vite. Ça, 1 million de fois. On a des règles toutes bêtes. Tu nous écris, on te répond. Mais alors, on répond pas, genre, merci de votre candidature qui a retenu toute notre attention, etc. On répond en disant, bah, désolé, tu fais pas la maille. D'ailleurs, on te conseille d'améliorer la relecture de ton CV et d'enlever les fautes d'orthographe. C'est une réponse personnalisée pour chacun. Deuxième, évidemment, comme tout le monde, on parle avec le Copilot, on donne des outils d'efficacité opérationnelle. Moi-même, je ne sais pas écrire un email proprement. Copilot coach mes emails. Je me dis, un peu direct. Mais comme tu n'as pas le temps, je te réécris l'email. Il prend les minutes des meetings. Traduit. Donc, on utilise ça, je vais dire, de manière quotidienne. Mais ça, j'allais dire, presque tout le monde le fait. Et puis, on a poussé le feu un peu plus loin. On a nos propres modèles d'intelligence artificielle, nos propres LLM qu'on fait apprendre pour leur mettre nos méthodologies, nos règles, tout notre savoir-faire, pour y tenir nos données clients qui sont sur notre dos. Vous imaginez que si je voyais certains de mes clients dans la salle et qu'ils sachent que leurs données sont sur ChatGPT, autant dire chez Elon Musk, ben, j'aurai plus de clients à la fin de la journée. Donc, j'ai mes propres modèles. Et puis, dernier exemple, pour vous montrer à quel point ça a pénétré les différents éléments de mon organisation, j'ai des équipes de recherche. Je travaille dessus. Alors, vous quoi, recherche, comptable, fiscaliste, qu'est-ce que tu fais? Oui, on a des labos avec comme chez Musk d'ailleurs, des PhD qui travaillent à la fois pour aider l'Union européenne à préparer la réglementation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir encadrer l'IA, ou même dans la recherche fondamentale, on écrit des papiers avec des gens de chez Sanofi sur les matrices inversées et comment la factorisation des matrices va nous aider à identifier mieux les données chez nos clients. Voilà, ça c'est pour vous montrer, petite démonstration à 3 points pour dire, c'est dans tous les éléments de ma réalité. Après, ChatGPT me dit, Pascal, menace ou opportunité? Alors, l'opportunité, c'est pas très compliqué. Nos savants, ce matin, nous en ont donné quelques saveurs. Moi, ma moyenne d'âge, elle est entre 27 et 28 ans, sur les 33 000. Donc, moi, je suis déjà old school. Quand je leur parle, ils comprennent pas. Et c'est réciproque. Donc, j'ai pas le choix. Si j'ai pas d'IA, je suis pas sexy. C'est un sujet d'attractivité.
C'est aussi vital que ça. Un gars ne veut plus mettre des croix dans des cases aujourd'hui. Pour ceux qui ont fait de la compta ou de l'audit dans leurs premières années de carrière, non, ça se fait plus. Le gars me dit, mais moi, pour 27 € par mois, j'ai un outil, il s'appelle Copilot, il va le faire pour moi. Alors, si tu veux bien, je vais pas le faire. Et puis même mes clients. Les clients, ils viennent me voir, un grand client qui vend de l'électricité en France. Je lui fais toute une proposition, c'est pas simple. Et à la fin, il me dit, je suis un peu déçu quand même. Bon, pourquoi? Parce que vous m'avez pas expliqué comment l'IA va être prise en compte dans mon audit. Donc même à ce niveau-là, il pose la question. Évidemment, deuxième opportunité, ça aide à faire les tâches pénibles. Je vous parlais tout à l'heure de faire des minutes de meeting. Quand il y a quelques stagiaires qui étaient là, on vous a dû sûrement à un moment dire tu participes au meeting et à la fin, tu vas prendre ton exercice de synthèse que tu as appris à l'école pour nous faire un résumé. Ça va prendre 1 heure, 2 heures. Si j'en juge par notre inefficacité interne, parfois ça prend 3 semaines, tu vois. Alors que là, clac, en moins de 3 minutes, non seulement c'est fait, en plus c'est diffusé, et en plus c'est pas mal fait. Et enfin, la tarte à la crème, ça augmente la valeur. La fameuse value added. Ça élève les rôles. Vous avez plus de temps pour faire des choses à valeur ajoutée. Ouais. Ouais. J'ai pas encore vu. Voilà. Mais je suis là que 4 mois. Alors, les menaces. Les menaces, par contre, ça, je les ai bien vues. Et puis, j'en ai plein. D'abord, et ça a été évoqué ce matin, il y a une vraie fracture numérique. Et, vous savez quoi? Moi, je suis pas du bon côté de la fracture. Parce que je vois les gars, les trucs qui, moi, me sembleraient nécessiter des heures de boulot, ils le font en quelques heures, quelques minutes. Je vous donne un exemple très simple. On a été hacké, ce qui arrive parfois à des entreprises. Et on a été hacké, le gars nous prend des données. Alors, 1 téra. Ça fait beaucoup de données. Donc moi, il a fait qu'on me le traduise, 1 téra, c'est quoi? Et il me dit, Pascal, c'est 1,2 million de documents. Et là, évidemment, c'est paru dans le dark web, donc à peu près tous mes clients m'ont appelé, pas content du tout. Et ils me disent, je prends un exemple, la Banque Santander. Il dit, Pascal, on voit bien que dans les millions de documents, il y a des documents qui s'appellent Santander. Il faut que tu me fasses la liste. Dans 1,2 million de documents, que je te fasse la liste et je trouve les trucs de Santander. En faisant la différence entre Thomas qui a un compte chez Santander, donc c'est le document de Thomas, mais qui s'appelle Santander, et les documents de Santander qui viennent effectivement de Santander, et les documents qui viennent de chez moi, de mes équipes où il y a marqué Santander dans le document. 1,3 million. Ben, sans IA, sans modèle. Ça, c'est un gars de 22 ans qui nous l'a sorti en 4 heures. Voilà. Donc ça change. Et là, la fracture, vous êtes pas du bon côté. Le deuxième, c'est, je l'ai mis dans mon plus bel anglais, le speed of change. Ça va vite, ça va très très vite. Et de mon point de vue, ça va beaucoup trop vite. Ça génère une fatigue chez tout le monde. Et ça empêche les gens de se focaliser sur aujourd'hui. Et sur la fameuse règle d'or dont on parlait tout à l'heure. C'est tout le temps plus. Toujours plus. Et puis des choses un peu plus spécifiques, plus près de mon quotidien, les fraudes. L'autre jour, je le disais hier avec ceux avec qui on dînait, j'appelle mon associé au Mexique, puis il me dit, tiens, tu sais, c'est la 2e fois que tu m'appelles aujourd'hui. Non, je suis fatigué, je fais beaucoup de choses, mais je suis pas encore à ce point d'oublier d'avoir appelé ce matin. Il dit, si, tu m'as appelé ce matin, et je t'entendais au téléphone. La fameuse fraude au président qui dit, voilà, il faudrait qu'il me fasse un virement, là on est sur une opération rapide, enfin vous connaissez, ça arrive. 4e menace, la sécurité.
Moi, c'est ce que je vends, la sécurité. C'est dommage. Les gens viennent me voir pour avoir de la sécurité. Vous me confiez votre déclaration fiscale, c'est pour qu'elle soit bien faite. Et vous allez me donner vos données à vous. Que vous n'aimeriez pas qu'elles se retrouvent demain sur Internet. Bon, mais si demain, je suis plus capable de gérer mes données en sécurité, voire même l'utilisation de l'IA me donne des informations qui sont fausses, je suis mort. Mon business, il est mort. Alors, quand vous faites tout ça, vous agitez ça, hein, comme nous disait le frère ce matin, on me pose la question du retour sur investissement. Parce que tout ça, évidemment, coûte beaucoup. Je vais vous dire, aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, le retour sur investissement. Pas encore. Par contre, je suis obligé d'avancer. Simplement parce que j'ai une compétitivité réelle ou une compétitivité perçue qui serait très désavantagée si je me mettais un peu de distance en disant non, mais moi, l'IA, j'irai quand je verrai clair. Donc, je continue. Et puis, ChatGPT m'a dit, Pascal, ta deuxième partie, ça doit être le rôle du CEO à l'ère de l'IA. Alors, il m'a proposé une citation d'un... Alors, vous choisirez, c'est entre Adolphe Thiers ou Émile Girardin, au 19e siècle. Gouverner, c'est prévoir. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'on oublie souvent dans la citation, c'est la deuxième partie. Ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Donc moi, j'ai la tâche sympa de prévoir le changement sous les formes les plus imprévisibles. C'est hyper bien. Dément le job. Non, mais blague à part, en 2015, il y a des chercheurs de l'université d'Oxford, père et fils, Susskind, qui ont théorisé la fin de mon business. En disant, en fait, vous êtes des bandits. Les avocats, les comptables, ça, ou même les médecins, vous êtes des bandits, parce qu'en fait, vous reposez sur le savoir que vous empêchez aux autres d'accéder, et vous monnayez votre soi-disant expertise. Donc l'IA, tout ça, les modèles, les robots, paf, ça va faire sauter le verrou, et donc vous serez mort. Le bouquin est sorti en 2015. En 2016, moi je me suis gratté la tête en me disant, si c'est ça, peut-être qu'on se prépare. Donc je me suis lancé dans un exercice périlleux de doctorat, justement sur ce sujet-là. Et je l'ai fini en 2020, parce que je suis pas rapide. Et donc, tout ce que je vais vous dire, ça sort non seulement de ce que j'ai fait en recherche, mais ce que j'applique depuis 2019-2020 dans ma boîte. Le premier élément, donc je suis désolé, on passe de toute la théorie de ce matin, tous les philosophes, à vraiment des choses extrêmement pratiques. Et comme le sait le frère Thomas, moi, mon philosophe favori, c'est Arthur Schopenhauer. Ceux qui connaissent Arthur Schopenhauer, c'est exactement le contraire de l'espérance. C'est la désespérance comme modèle de fonctionnement. D'ailleurs, il a écrit cette phrase absolument mythique dans la philosophie française, enfin, c'est pas français déjà, en français, dans le texte, pardon. Toute la vie, on oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Je vous la refais pour être sûr que vous la mémorisez bien. Toute la vie, on oscille de droite à gauche comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Et ben moi, mon job, dans la boîte, c'est exactement de faire le contraire. C'est de donner du sens aux gens pour éviter qu'ils souffrent de faire des tâches débiles ou qu'ils soient dans l'ennui total d'un métier dans lequel il n'y a pas de sens. Donc ça fait quoi? Première étape, on prépare les équipes. À quoi? On verra, mais on les prépare. Tout le monde y a droit. Tout le monde. La règle d'or. On ne s'est pas préparé, on ne s'est pas concerté. Tout le monde y a droit. Je vous raconterai l'histoire de Madame S. Madame S, elle est... Désolé pour ceux à qui on a dîné hier, ça fait de l'ardite. Madame S, elle est technicienne de surface. Elle est femme de ménage. Normalement, on n'a pas de femme de ménage chez Mazars.
On outsource, on prend des services qui font ça, des sociétés externes pour ça. Et puis, dans un bureau, j'en ai une. Alors, au moment où on faisait de la formation sur la data, moi je vous l'ai dit, hein, on a une moyenne d'âge 27 ans, donc c'est très jeune. Madame S n'a pas 27 ans. Et le RH dit, il faut que Madame S fasse sa formation sur la sécurité des data, l'arrivée de l'IA, etc. Son chef d'équipe nous appelle un peu embêté en disant, Madame S, c'est pas la peine. Avec le balai, l'aspirateur, on ne craint pas grand-chose. Ben si. Ben si, parce que si Madame S n'est pas dans l'équipe, si elle n'est pas formée, ben c'est pas tout le monde. C'est tout le monde parce que vous faites un ROI dans 2 mois. C'est tout le monde parce que c'est tout le monde. Alors ça, je vous le dis en une phrase ou deux. C'est probablement une vingtaine d'emails aller-retour, d'escalade, de trucs où le gars, il est à peu près sûr qu'on avait tort. Et peut-être qu'on a tort. Et Madame S a fait sa formation. Et comme elle partait d'assez loin, elle en a fait plusieurs, et c'était assez long. Donc on forme. C'est le deuxième but. On forme et on reforme. Troisième, on essaye d'être créatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser de l'espace. Moi, j'y comprends rien. Ça fait 28 ans, 29 ans que j'ai quitté mon école de commerce. Je suis mort. Par contre, j'ai encore la possibilité d'écouter, de pousser les gens. Alors ça, c'est dans les séries d'idéation, etc. Quand vous avez ça, peut-être dans vos entreprises. Est-ce qu'on donne du temps? Voilà. Tu vois, il faut donner du temps. Hein. Qu'est-ce qu'ils en sortent? Bon, ben nous, nos gars, on leur dit, dans l'équipe de recherche, hein, c'est entre 15 et 20% du temps disponible. Tu fais ce que tu veux, mais tu dois dire. Puis on montre l'exemple. Je ne vous ferai pas une démo aujourd'hui. Et le dernier élément, on essaye très fort de faire ce qu'on appelle en anglais les use cases. De montrer aux gens à quoi ça sert. Vous pouvez les former. OK, il a fait 2 heures de formation sur Copilot. Bien fait. Et leur dire comment ça va changer votre quotidien. Comment ça va impacter ce que vous faites. Et ça, c'est pas inné. Donc, il faut leur montrer. Donc, c'est une combinaison de push and pull. Moi, quand j'ai expliqué à mon board qu'en fait, le patron, quand il va au bureau le matin, il peut demander à Copilot de lui faire le résumé de ses emails et de lui sélectionner les plus importants. Il s'est mis à utiliser Copilot. Ce qui m'amène au deuxième point. Ça, c'est plus ChatGPT, c'est plutôt personnel, c'est le tone at the top. Si vous voulez que ça marche, il faut s'appliquer. Donc, il faut montrer la voie, par l'exemple. Moi, j'utilise Copilot, j'utilise le chat. Je vous l'ai déjà dit, je fais acte de transparence. C'est eux qui m'ont aidé à faire cette intervention aujourd'hui. Et plus prosaïquement, on trace la ligne dans le sable, comme on dit en anglais. C'est à vous de distinguer pourquoi va être utile l'IA. Est-ce que l'IA est un support, une aide, ou est-ce que l'IA remplace? Dans mon million de CV, là, voilà, je vous rassure, la réglementation m'interdit de prendre des décisions avec l'IA. Ça, c'est en Europe. Je pourrais le faire au Brésil, je pourrais le faire en Afrique du Sud. C'est un choix. Vous faites de dire, bah non, vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Et ça change le business du gars qui fait le recrutement. Parce qu'il n'est plus là en train de lire des CV, il est là en train de faire un deal. Le matin, on lui propose ces 5, 6, 7, 8 bons CV qui ont été identifiés. C'est lui de les contacter pour closer le deal, comme diraient nos amis banquiers. Et moi, je vends des hommes. Je vends des heures. Je vends de la relation. Je vends pas des logiciels. Et ça, c'est à vous de définir. Donc, on pourrait insister sur la valeur. Et là, ça va faire résonner ceux qui sont membres des EDC. Jusqu'à quel point vous mettez de la valeur sur la table quand vous le présentez à vos équipes. Troisième activité sur laquelle je passe beaucoup de temps, et on en partageait avec quelques-uns tout à l'heure,
la conduite du changement. Ce outil, il existe, hein, pas de problème. C'est pas très dur d'acheter Copilot, faire un chèque, l'utiliser, savoir quand l'utiliser. Les modèles LLM, ça coûte finalement pas très cher, et savoir à quoi les utiliser et aider nos équipes à changer. Là, c'est compliqué. Je reviendrai dessus, mais j'ai parlé déjà beaucoup trop. Donc, troisième partie que m'a donné ChatGPT à vous présenter aujourd'hui. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est un enjeu pour moi qui est très stratégique. Si vous voulez le mettre en termes plus élégants, vous verriez la gouvernance qui va autour de ça, c'est l'IA pour quoi faire. Alors, j'ai deux finalités aujourd'hui. Je suis ravi de partager avec quelques questions après. La première, ça transforme notre business model. Nous, on forme des gens, on a une structure très pyramidale, historique, on prend plein de jeunes. Et puis chaque année, il y en a 20% qui s'en vont, que vous recrutez. Carrément. Et au bout de 5 ans, il reste quasiment plus personne. Et chaque année, ça recommence. Sa structure pyramidale, elle vole en éclats aujourd'hui. Elle vole en éclats avec l'IA. Pourquoi? Parce qu'on passe d'une structure assez classique dans l'organisation des entreprises, en business unit, où on compte les gens en FTE, full-time equivalent, et l'IA nous permet de faire un truc incroyable, d'isoler les compétences des gens. En quoi il est bon? Qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Comment ça a été valorisé? Valorisé par d'autres, valorisé par des tags sur LinkedIn, valorisé par des formations, valorisé par des expériences auprès de clients. C'est un travail de fourmi. Isolé, quand vous avez 30 000 personnes, chacun bossant sur plein de clients différents, au bout de 3 ans, c'est fini, vous avez perdu l'historique. C'est un monstre. Bien, le gère pour vous. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses aujourd'hui. En termes de fluidité de la main-d'œuvre, finalement, elle peut travailler n'importe où. Elle n'est pas forcément obligée de travailler de manière exclusive pour vous. Donc, ça déstructure beaucoup l'environnement organisationnel. Et puis, moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis pas mal. Je porte avec vous trois sujets sur la finalité du modèle, finalement. Vous avez de l'IA, vous l'utilisez, c'est super. C'est quoi l'output? J'en vois trois. On réduit les coûts. Ça, c'est la logique d'un actionnaire. Finalement, j'avais besoin de 10 mètres. Avec l'IA, j'en aurais besoin de plus que de 6 ou de 7. Bon, voilà, directement du profit. Deuxième, beaucoup plus humaniste, je réduis le temps de travail. Vous avez plus de temps. C'est ce que je dis à mes chercheurs. Si vous êtes plus efficace, vous avez 20% de votre temps, vous pouvez faire ce que vous voulez. Votre potager, comme travailler sur les matrices inversées. Choisissez. Quand vous rapprochez ça d'un sujet de diversité, par exemple, de la place de l'homme à la maison, de la femme à la maison, vous dites finalement, bah, avec l'IA, tu vas pouvoir faire ça, tu vas avoir plus de temps. Et la même chose, plus flexible, pas pareil. Et le troisième, auquel pour l'instant je crois qu'à moitié, c'est la fameuse valeur ajoutée. Ça va nous donner plus de valeur. Moi, mon métier est codifié, pour beaucoup. Très codifié. Les règles fiscales, c'est toujours les mêmes. Les règles comptables, c'est toujours les mêmes. Ce qui fait la différence entre le comptable A et le comptable B, c'est la relation. Et ça, ben, l'IA ne nous aidera pas. Et en plus de ça, il n'y a pas de porosité, j'ai pas d'élasticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salarié, un gars dans mon équipe, dont la tâche pourrait être faite par de l'IA demain partiellement, je ne peux pas forcément facilement le reconvertir pour une autre tâche. Parce que j'ai cette fameuse fracture numérique. Si quelqu'un a travaillé
35 ans dans ma boîte et qui était à 3 à 4 ans de la retraite, je lui ai dit, ben non, dehors, parce que l'IA fait 50% du job. Il est mort. D'abord parce qu'il n'aura pas forcément l'énergie de se reconvertir, et deux, parce que je ne ferai certainement pas le calcul financier qui consiste à dire, bah, je ne vais pas le reformer, etc., pour 3 ans. Et à ce prix-là, je préfère aller en chercher un plus jeune. C'était pour finir sur une petite note de Schopenhauer. Donc, en conclusion, et puis je ne sais pas combien de temps j'ai pris, finalement, je n'ai pas regardé, 3 messages assez clés. Un, c'est une réalité. Moi, elle pénètre tous deux, je pense que vous êtes convaincus. Le deuxième, c'est que même si j'y comprends rien, j'ai pas le choix, il faut que je sois acteur. Et prévoir et préparer les entreprises. Et 3, je pense que dans la foi chrétienne qui nous anime, on a le début de la solution. Merci. Ouais. On va prendre un cas concret avec un podologue en Suisse qui. Avec une question très concrète avec un podologue en Suisse. Ma voix est plutôt bien. Très belle voix. Et c'est un podologue en Suisse, donc il reçoit des chefs d'État africains avec les gardes de sécurité, etc. Et puis il est reçu à Bamako, etc. Et donc il fait des tâcheries un peu exotiques. Et si je soumets ça à l'IA, elle va m'ouvrir 157 sous-comptes qui n'ont rien à voir avec un podologue. Versus soit la relation, comme vous le disiez, mais je pense que ça va plus loin que la relation. Au-delà de la justesse comptable, la réalité intelligente de situation, c'est qu'en fait, l'IA va se retrouver avec un auto-kill. En fait, on atteint une limite qui est très rapide finalement. Oui, alors, nous, ce qu'on dit en interne pour l'instant, c'est pas du niveau PhD, hein, donc je vois derrière le frère Thomas, ne jetez pas la Bible à la figure, c'est pas très haut comme réflexion, mais nous on dit, l'IA va pas disrupter notre business. En revanche, quelqu'un avec l'IA va le faire. Donc autant qu'on le fasse. Parce que c'est vrai que l'IA, pour ceux qui ont commencé dans cette profession, et c'est un classique, quand même plein de trucs qui sont chiants. Attendez. Donc si on peut avoir une machine qui le fait à notre place, ben, pourquoi pas. Mais il ne faut pas aller trop loin. On va prendre encore une question. Est-ce que les petits cabinets peuvent subsister parce qu'il y a un investissement assez considérable à faire en intelligence artificielle? Et Mazars le fasse, je comprends, mais est-ce que les petits cabinets peuvent subsister? C'est compliqué parce que des logiciels comptables, il y en a plein. Et on n'a pas attendu l'IA pour le faire. Si vous voulez faire votre compta tout seul, votre déclaration fiscale tout seul, vous pouvez. La question, c'est ce qu'on disait hier soir au dîner, c'est l'IA va peut-être vous conseiller un traitement fiscal particulier. L'IA pourrait vous faire le diagnostic de comment soigner votre cancer. Est-ce que vous allez dire à l'IA de vous soigner? Peut-être pas. Donc pour les trucs simples, où nous, on facture trop et on n'a pas beaucoup de valeur ajoutée pour notre client, sans doute. Mais quand vous allez voir votre fiduciaire ou votre expert comptable, votre commercialiste en Italie, c'est pour avoir quelque chose en plus. Et ça l'IA ne vous l'enlèvera pas. Donc oui, il y a plein de solutions. Le plus gros cabinet fiscal américain, en fait, c'est un éditeur de logiciels, il s'appelle TurboTax. Et il a des centaines de milliers de clients qui essayent tout seuls de faire la déclaration. Mais il ne vous assurera pas le contrôle fiscal. Et ce jour-là, vous irez voir un expert comptable. Merci beaucoup.